Donc, on est toujours le 26 novembre 2015, 50 ans après la France qui est devenue troisième puissance spatiale grâce à Astérix, dont on a une maquette taille réelle ici. Donc, à mes côtés, Sébastien Ponsin. Donc, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. À la retraite, bon. Et vous m'avez dit que vous avez pris vous avez continué le travail de la personne que j'ai interviewée juste avant Monsieur Bouffard. Voilà, j'ai l'habitude de prendre la succession de Michel Bouffard. Donc là, c'était dans le fauteuil. Mais en réalité, à Astrium, j'ai pris sa succession aussi en tant que directeur de l'établissement Astrium de Toulouse, qui se trouve être quand même la plus grande usine de spatial d'Europe. Il faut savoir que, j'ai en profité quand même pour faire un peu de pub pour Toulouse, savoir que Toulouse est quand même de très loin la capitale du spatial européen, avec cette usine qui fait 3000 personnes, celle de Thales qui en fait 2500, le CNES 2000 personnes et toutes les PME, etc. On est vraiment la capitale du spatial et c'est très bien qu'aujourd'hui on fête cet anniversaire ici, plutôt que dans une ville quelconque comme Paris ou autre. Je ne vais pas vous contredire puisqu'on est à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Donc en 1965, il y a 50 ans, vous n'étiez pas dans le spatial, vous étiez... Moi j'étais encore au lycée, j'étais en première, j'allais passer mon bac l'année d'après. En fait, avec moi, vous avez fini l'ère des dinosaures, ils sont là-bas. Avec moi, vous rentrez dans l'ère moderne. Quand vous étiez au lycée, est-ce que vous avez entendu parler d'Astérix ou ça n'a pas touché le grand public de votre génération ? Astérix, franchement, ça me dit rien. J'ai un souvenir très profond de Spoutnik, j'avais 7 ans. Et je me souviens que l'instituteur avait arrêté les cours normaux. Toute la matinée, il nous a parlé de Spoutnik, du danger que ça pouvait représenter. Il y avait une vraie peur à l'époque, une vraie phobie du fait que les Russes, avec ça, allaient avoir une arme suprême au-dessus de nos têtes et tout seuls. Et je peux vous garantir qu'après, pendant des mois, chaque fois que je sortais, je regardais d'abord en haut pour voir s'il ne savait pas la bombe atomique qui me tombait sur le coin de la figure. Ah oui. Il avait vraiment traumatisé cet instituteur suite à Spoutnik. Donc je me souviens très bien de ça. Par contre, je n'ai pas un souvenir précis d'Astérix. En revanche, après, quand vous avez travaillé dans le spatial chez Matra, comme vous m'avez dit juste avant qu'on commence cet entretien, est-ce que l'héritage Astérix était présent, puisque Matra a travaillé sur ce satellite ? Bien sûr, c'est Matra qui a fait ce satellite, qui a fait également une partie du lanceur Diamant, notamment le système de basculement dont vous parliez tout à l'heure. Je pense qu'on était encore dans l'époque des pionniers. Moi, je suis rentré en 1974 à Matra, et la Matra dans laquelle je suis rentré, c'était un peu Google à l'époque. À un chiffre, quand je suis rentré à Matra, l'action valait 120 francs et elle valait 13 000 francs 6 ans plus tard. À 6 ans 6 ans plus tard. Malheureusement, je n'avais pas d'action à l'époque. Mais c'est juste pour vous dire qu'un peu à l'instar de Google, c'était quelque chose qui avait un développement exponentiel sous la férule de ce génie qui était Monsieur Lagardère, Jean-Luc Lagardère, le père, qui ensuite, à qui on doit aujourd'hui l'Airbus moderne, en fait, EADS et puis la société Airbus telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ce monsieur, effectivement, avait insufflé un esprit, qu'on avait appelé l'esprit Matra, où effectivement les gens travaillaient sans compter. Il n'était pas question de RTT ou de 35 heures. Les gens travaillaient sur leur programme avec beaucoup d'enthousiasme. Et peut-être que c'était encore mieux à l'époque d'Astérix. Mais je peux vous dire que 10 ans plus tard, cet esprit-là était là. Et on travaillait d'arrache-pied avec beaucoup de bonheur sur les prototypes qu'on faisait, parce que c'était chaque fois un prototype, le satellite, c'était jamais quelque chose de répétitif, quoi. Ça faisait aussi un gros intérêt au travail. Donc l'esprit pionnier était bien toujours là et... Pour moi, oui, on commençait déjà à être beaucoup plus conséquent qu'à l'époque d'Astérix, mais il y avait quand même cet esprit pionnier qui a perduré très longtemps à Matra, oui. Et après Diamant, puisque Diamant a continué sa carrière aussi, après on a basculé sur Ariane, qui était un petit peu, est-ce qu'on peut dire en étant méchant, que c'était l'industrialisation par rapport à l'ère des pionniers ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ariane 1, les gens y allaient quand même, je dirais, sur la pointe des pieds, parce qu'il y avait eu les 10 échecs qui ont été évoqués ce matin du lanceur Europa. Je crois qu'il y en a eu 11 construites, 10 échecs, la 11e on n'a pas osé la lancer. Et avec Ariane, on est arrivé donc au 24 décembre 1979 pour le premier lancement. Et ça a été juste magnifique, quoi. Tout a marché du premier coup, alors que si les 2 premiers étages avaient déjà fonctionné, tout le monde aurait été content. Et là, tout est allé jusqu'au bout, et ça a vraiment été quelque chose de fabuleux. Alors ça, c'est une aventure que vous avez vécue. Alors celle-là, je l'ai vécue parce que, en fait, j'ai commencé ma carrière, c'était le satellite météorologique bien connu, Météosat.
Après, je suis allé 3 ans en Allemagne travailler sur Space Lab, qui était une espèce de gros bidon qu'emmenait le shuttle, hein, dans lequel vivaient des hommes. Et je suis revenu à Toulouse un peu à la veille du premier tir, c'était septembre 79, où le projet Ariane a été délocalisé en région toulousaine. Et je suis descendu avec ce projet, directement d'Allemagne avec ce projet à Toulouse. Et donc j'ai vécu effectivement ce tir. J'étais pas à Kourou pour le premier tir, mais ça avait été magique, quoi, cette nuit de Noël. Je me souviens encore, j'étais en train de mettre des boules sur mon sapin, j'avais la télé à côté, et c'est parti d'un coup d'un seul. J'ai téléphoné à l'Europe entière, parce que l'Europe entière travaillait sur Ariane et la case à équipement sur laquelle je travaillais, pour leur dire ça a marché, parce qu'en France c'était retransmis, mais pas en Écosse, pas en Allemagne, etc. Et donc ça avait été juste magique. Il y a eu des pleurs derrière pour le deuxième tir, qui a été un échec, mais ce premier tir a dû son succès, je pense, aux leçons apprises évidemment de Diamant, mais aussi d'Europa. Europa, c'était une tour de Babel, une collection d'étages sans vraie âme. Et la leçon avait bien été retenue, et on a mis sur Ariane à la fois un maître d'œuvre, le CNES, et un architecte industriel qui était aérospatial. Et avec tout ça, on avait effectivement des garants de l'unicité du lanceur, du fait que les études système soient faites, etc. Et ça a été le succès d'Ariane, clairement. Est-ce qu'on peut dire, la comparaison va peut-être être un peu... enfin, un peu limite, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'entre le vol Diamant Astérix et le premier vol d'Ariane, il y avait un cœur commun qui était quand même l'indépendance spatiale? Oui, complètement. Parce que si effectivement Ariane a vu le jour, c'était suite à un satellite bien connu qui s'appelait Symphonie, qui était un tout petit satellite de télécommunication par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, hein, des satellites de 5-6 tonnes et plus. À l'époque, c'était tout petit. Mais néanmoins, les Américains l'avaient lancé en nous interdisant d'en faire un usage commercial. Et là, le sang des équipes n'a fait qu'un tour, et on a décidé qu'il fallait avoir l'indépendance européenne, au moins en France. Et c'est comme ça qu'Ariane 5 a démarré, en étant 65%, Ariane 1 a démarré, Ariane 1, oui. Pardon, excusez-moi, Ariane 1 a démarré en étant 65% française. On a réussi à entraîner quand même nos collègues allemands, anglais, espagnols, etc. Mais après Europa, ils y croyaient plus trop. La France avait ce farouche désir d'indépendance, ajouté au fait qu'on avait quand même la base de Kourou, qui est un atout majeur, hein, pour Ariane. Entre Kourou et la Floride, par exemple, il y a un gain de 30% de masse qu'on en tire de Kourou. À puissance égale, 30%. À puissance égale, qu'on en lance là où on lance la majorité de nos satellites, c'est-à-dire en orbite géostationnaire, sur l'équateur. Parce que quand vous êtes en Floride, ben déjà, la Terre est un petit peu moins... enfin, le diamètre est plus faible, donc il y a moins d'effet de fronde, mais surtout, il faut se ramener sur l'équateur. Oui, puisqu'on est à 21 degrés, à peu près une vingtaine de degrés de latitude en Floride. Oui. Alors que là, on est déjà sur l'équateur, et donc... ça a été très bien compris aussi par les Américains quand ils ont fait Sea Launch. C'est une plateforme pétrolière qu'ils amènent sur l'équateur, au sud de l'île de Pâques, avec un vieux lanceur Zénith russe, mais ils sont beaucoup plus efficaces que de chez eux. Et donc on avait à la fois ce désir farouche d'indépendance et la base qui allait bien à Kourou, quoi. Donc d'où avaient été d'ailleurs tirées les dernières Europa, même si elles n'ont pas marché, au moins... Comme les diamants, le site était déjà éprouvé, quoi. En fait, la restriction imposée par les Américains sur l'exploitation commerciale de Symphonie a presque rendu service, c'est-à-dire elle a fait prendre conscience peut-être aux décideurs politiques qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Absolument, ça a été une vraie bénédiction, hein, parce qu'on aurait pu rester effectivement sous la coupe, je dirais, des Américains, des Russes, et là, on est devenu vraiment indépendant avec Ariane, et plus que ça, hein, puisque si on va un tout petit peu plus loin, dès le lancement de 79, il y avait déjà dans les cartons Ariane 4, Ariane 5 et Hermès. J'avais des documents, moi, de 80 décrivant déjà le système Ariane 5 Hermès. Même si Hermès n'a pas vu le jour ensuite, Ariane 5 l'a vu. Et on a profité, tout le monde le sait, de l'erreur magistrale des Américains qui ont misé tout sur la navette. Ils devaient lancer tous les satellites automatiques par la navette. Or, ils l'ont compris très vite, à leurs dépens. La navette revenait extrêmement cher. C'était idiot de mettre des hommes à bord pour emmener des satellites automatiques. Et en plus, il y a eu l'échec de Challenger en 86. Et donc, la navette, au lieu d'être lancée de façon économique toutes les semaines, comme c'était prévu au départ, en réalité, il y a eu 6 à 8 lancements par an au mieux, et dans des conditions de prix épouvantables. Ce qui fait que
comme ils avaient tout misé là-dessus, ils n'avaient plus de lanceurs civils, ils en avaient gardé pour le militaire, mais plus de lanceurs civils pour les satellites civils. Et donc Ariane a pris la place et a conquis dans les années 90 jusqu'à 80% du marché mondial des lanceurs civils, ce qui était extraordinaire. 80%, oui. 80%. Du marché ouvert, parce qu'il y a Du toujours marché ouvert, les... du marché ouvert, du marché des lanceurs civils. Une grande partie des satellites de télécom américains ont été lancés et sont encore toujours lancés par Ariane. Et vous, dans ces décennies fabuleuses où donc l'Europe a conquis son indépendance spatiale, puis a fait un grand succès commercial dans les lancements de satellites ouverts à la concurrence, parce que les satellites militaires restent toujours chez les Américains, par exemple, ou chez les Russes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette succession de décennies au niveau soit technologique, soit commercial, soit humain même? Alors, c'est certes... j'ai pas mal travaillé dans ces années-là, effectivement, sur Ariane, donc j'ai vu cette évolution d'Ariane, encore une fois, à Ariane 1. Personne n'aurait pensé que ça allait avoir un tel succès. À ce point-là, personne On n'osait pas trop, quoi. Je me souviens même du deuxième échec d'Ariane 5, d'Ariane 1, pardon, qui était le L05. Où les Écossais disaient on ne sait pas si on va continuer à s'associer aux errements de la technologie française. Il y avait quand même de très très gros doutes, quoi. Et ensuite, ça a été un succès absolument formidable à cette suprématie absolue d'Ariane. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Toulouse a fabriqué dans ces années-là tous les cerveaux de la case Ariane. En fait, sur les 210 ou 220 qui ont été lancés à ce jour, 171 sont sortis de Toulouse, d'Astrium à Toulouse. Et donc ce côté-là m'a marqué. Bon, en parallèle, il y avait le développement formidable des satellites. Quand on a commencé à développer Ariane 5, dont le premier tir a été en 96, on est parti sur 6 tonnes, c'est-à-dire des satellites qui faisaient 2 fois 3 tonnes, donc à la fin des années 80. Et tout le monde nous traitait de fous en disant mais il n'y aura jamais des satellites de 3 tonnes, c'est pas possible. En plus on va vers de l'électrique, les satellites au contraire vont être moins lourds. Arrivé dans la fin des années 90, les satellites de 3 tonnes étaient largement dépassés. On était à 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Et le lancement double par Ariane avec une capacité d'emport de 6 tonnes n'était déjà plus possible. Donc on est rapidement passé à l'Ariane 10 tonnes pour pouvoir lancer 2 satellites de 5 tonnes. Et donc, comme le disait Michel tout à l'heure, prévoir les choses à 50 ans, c'est quasiment impossible. Mais même à 10 ans, les gens se trompaient complètement. Ça fait penser au fameux général qui, en 1912 ou 13, a dit que l'aviation n'aurait jamais aucun avenir dans l'armée française, ou dans les armées en général. Bon, on est souvent dans ce cas-là. Et donc, oui, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'industrialisation, clairement. Il y a eu cette époque de pionniers, puis on est quand même arrivé à une ère totalement commerciale sur les satellites de télécom. Aujourd'hui, il n'y a plus de subsides sur les satellites de télécom, c'est entièrement commercial. Et les opérateurs se font d'ailleurs, si je puis dire, des choses en or, quoi, puisque quand ils ont des années où le rapport bénéfice sur chiffre d'affaires n'est que de 70%, ils ne sont pas contents, quoi, ils sont plus habitués à 80%. Alors les fabricants de satellites s'en tirent beaucoup moins bien, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et bien qu'on ne soit que, finalement, 5 dans le monde à savoir faire les très gros satellites de télécom. 3 Américains et 2 Français qui sont présents à Toulouse. Ils sont à Toulouse, donc voilà. oui. 2 Français, enfin 2 Européens, mais essentiellement Français. Et donc, on est quand même passé de cette époque de pionnier, de 74 et d'avant, à une ère complètement commerciale. Alors, sur les satellites d'observation, on est à mi-chemin. Il y a du commercial, il y a encore de l'institutionnel. Et puis, il reste le scientifique, qui, lui, est quand même vraiment le domaine de l'institutionnel, quoi. Et là, on va encore vers une autre ère qui est intéressante. On a vu très récemment donc le lanceur d'Amazon qui réatterrit. Oui. Bon, tout ça, c'est sympa. Le New Shepard, le nouveau Shepard. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas encore la dynamique comme ça en Europe. Vous pensez que ça peut venir des entreprises façon SpaceX ou Blue Origin, ou c'est typiquement américain ? Je pense qu'il y a quand même un phénomène américain où on fait confiance facilement à une idée nouvelle, où on met de l'argent dedans, le phénomène start-up, etc. Je vais prendre un exemple très simple. On a un ami là, moi je fais partie du club d'entreprise Galaxy, qui regroupe 60-70 entreprises toulousaines, des plus grandes aux plus petites. Et on a un collègue, là, Christian Carl, qui avait une petite entreprise, il a inventé le GPS indoor.
vous arrivez à l'aéroport, sur votre GPS apparaît immédiatement votre correspondance, où elle est, combien de temps vous avez pour y aller, etc. C'est juste génial, au lieu de courir bêtement dans les couloirs sans savoir où aller, etc. Bon, ben son idée, il n'a pas pu la vendre en France. Il est allé s'expatrier à San Francisco, il l'a vendu immédiatement et il a fait un tabac aux États-Unis avec. Donc il y a quand même ce syndrome français et cette frilosité qui est devenue encore plus grande après les différentes crises financières en Europe, en France en général, la vieille Europe, qu'il n'y a pas aux États-Unis. On accorde quand même beaucoup plus facilement du crédit aux nouveautés, quoi. Et ça, c'est quand même un de nos défauts français. Même, alors qu'on a plein d'idées et qu'on fait des tas de choses, ben, beaucoup de nos jeunes s'exportent. C'est le cas de mon fils, polytechnicien, il est chez Google, il est malheureusement pas en France. Bon, on va espérer quand même que ça s'améliore. Non, alors il y a quand même beaucoup de belles choses en France. Hein. Il n'y a qu'à voir Airbus dans toutes ses composantes, que ce soit les avions, les lanceurs, les satellites. J'ai quand même confiance là-dedans. Mais on pourrait donner un peu plus leur chance, effectivement, aux nouvelles idées, aux jeunes. Et bah, ça passerait par quand même une réforme culturelle assez profonde, notamment au niveau du système bancaire. Bien écoutez, c'est sur ces mots qu'on conclut. Merci beaucoup pour cette fascinant panorama de quelques décennies d'aventures spatiales françaises puis européennes. Merci beaucoup. Merci.